Je pense sincèrement que le travail intérieur est essentiel pour qu'on réapprenne à vivre ensemble. Donc, ça serait vraiment d'encourager les personnes à rester ouvertes, à travailler sur le jugement et surtout à travailler sur soi. Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois. Des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, éco-habitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque personne a son histoire et c'est ça que nous proposons de découvrir ensemble. Aujourd'hui, on a la chance de parler avec Jazia. Bonjour Jazia, comment vas-tu? Bonjour Hugo, je vais très bien. Cool. Et il y a encore Martin et Stéphanie qui sont avec nous. Bonjour, comment ça va? Allô, allô. Allô, bonjour, salut. Je vous propose de commencer comme on le fait à l'habitude. Un petit tour de table, ce qu'on appelle un check-in, pour dire comment on se sent et avec quoi on arrive. Et par exemple, moi je peux commencer. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pluie et des vents bizarres. D'ailleurs, j'essayais de passer dans un des rangs pas loin de où est-ce qu'on habite, puis il y avait plein d'arbres tombés dans le chemin. Puis là, j'étais avec un petit groupe d'ados comme de 14 à 16 ans, puis là, un gros bras, on se disait, on va tasser l'arbre. Puis là, on a réussi. C'était quand même un gros arbre, là, puis on l'a fait rouler, puis on l'a tassé juste assez pour que le toit passe. Puis là, on est arrivé comme 100 mètres plus loin, puis là, il y avait comme 5 arbres comme ça couchés dans le chemin. Fait que là, on a fait, ah non, on va revenir, on va retourner de l'autre bord. Mais c'était pas c'était comme un chemin raccourci qu'on prend pour aller à Victoriaville, là. Après ça, on est juste roulé sur la route, puis on a pu y aller. C'était une journée un peu bizarre. D'ailleurs, on n'a toujours pas d'électricité ici, là. On est sur la génératrice, puis je suis dans le bâtiment communautaire de la communauté, puis j'aurais aimé un endroit un peu plus tranquille, mais peut-être qu'on va se faire interrompre un petit peu plus. Mais je suis quand même très content d'avoir le- l'option d'électricité de secours. Et Jazia, toi, avec quoi est-ce que tu arrives? Ben écoute, moi je pense que ça va se ressentir un peu dans ma voix. J'ai un petit peu trop fait la fête ces derniers jours à Montréal. Je travaille pas en ce moment, donc c'est un petit peu les vacances. C'est un peu le temps aussi où les gens viennent en visite au Québec. Donc je reçois des amis en ce moment qui viennent passer quelques jours, que j'héberge. Donc c'est plutôt festif. Donc ça va bien. Cool. Stéphanie, avec quoi tu arrives aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à continuer mes préparatifs pour l'immersion en éco-communauté sur les toits du monde. Ça va être la deuxième fois que ça se donne à cet endroit-là, à peu près dans les mêmes dates. Puis, c'est sûr que ça me rappelle des souvenirs de l'année passée. J'étais où les quelques jours avant l'immersion, puis j'étais en transition pour quitter le cohabitat Mont-Atis Hmm. juste avant l'immersion. Fait que ça avait été quand même intense. Et voilà. Puis là, je me trouve bien installée là où est-ce que je suis avec ma mini-maison. Fait que même si je me rappelle cet épisode-là assez difficile, je suis contente d'avoir fait ce move-là. Puis je suis contente d'avoir continué à outiller puis travailler vers ça. Fait que j'arrive avec un genre de recul, d'apaisement, puis d'enthousiasme pour les jours à venir. Puis là, t'es comme entre deux immersions. Comment est-ce que celle-là de la nuée s'est déroulée? Je pense qu'elle s'est bien passée parce que malgré qu'il y a eu beaucoup d'annulations en dernière minute, je pense que j'ai eu comme Oh 6 ou non. 7 annulations en dernière Ouf. minute. Je pense qu'il y a eu comme 13 participants, puis il y en a 9 qui se sont inscrits pour la prochaine sur les toits du monde, sur les 13. Fait que je suis assez contente, ça veut dire que les gens ont aimé ça. Nice. Puis, Martin, toi, t'es arrivé avec quoi aujourd'hui? Euh, Peut-être un petit peu comme la météo qu'il y a aujourd'hui ou hier soir. Il y a un peu d'électricité dans l'air, ça bouge beaucoup, chargé dans mon intérieur.
mais j'arrive avec une belle joie et l'envie de participer et de contribuer à cette opportunité de podcast puis de faire découvrir les histoires des gens et des communautés alternatives du Québec avec toi, mon cher Hugo, puis tous nos collaborateurs et amis. Yes. Jazia, toi, t'habites pas dans une éco-communauté? Non, à moins que tu vois Montréal comme une grosse communauté. Ben, peut-être, peut-être. Mais j'étais très comme curieux d'avoir, puis euh, content d'avoir comme ton point de vue. Je trouve que t'es quelqu'un de super dynamique, puis t'apportes un peu je pense le point de vue de quelqu'un qui vient de découvrir ce mouvement-là, puis tout ça. Puis j'étais très heureux qu'on t'amène au podcast. Puis peux-tu nous dire t'es qui, t'habites où, t'as quel âge, etc. Ben, si t'as le goût de nous dire ton âge, t'es pas obligé. C'est élégant de ta part de poser cette question sur l'âge parce que non, ça ne me dérange pas d'en parler. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente de participer à ce podcast, surtout que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, donc, je m'appelle Jazia, j'ai 35 ans, j'habite à Montréal en ce moment. Et j'avoue que je viens ici, en fait, c'est ça, je suis très heureuse que tu m'aies invitée parce que je pense que j'apporte un peu le point de vue des personnes qui vivent une transition, mais qui n'ont pas encore basculé et qui ont vraiment un cheminement plutôt conventionnel, en fait, à la base, et qui se posent beaucoup de questions, qui ont eu la chance de rencontrer des personnes qui vivent dans des courants alternatifs. Et donc, je n'ai pas encore effectué ma transition, mais je suis en plein questionnement et cheminement là-dessus. Donc, voilà. Cool. Puis comment est-ce que t'en es venu à t'intéresser aux échos et aux éco-communautés? Alors, en fait, par rapport aux éco-communautés, milieux alternatifs, j'ai eu la chance d'avoir dans la vie plusieurs personnes qui gravitaient autour de ce mouvement, déjà. En fait, ça a commencé déjà dans mon milieu professionnel. Figure-toi qu'il y avait des personnes qui flirtaient déjà avec l'idée d'éco-village, de communauté. Ça restait quelque chose de tout de même très, très vague, très lointain pour moi. Tu vois, il y a toujours un... La première fois que tu parles à un non-initié d'une communauté, c'est beaucoup de fantasmes et d'images un peu spéciales, même si tu es très ouvert d'esprit. Ouais. C'est des gens qui habitent dans un arbre. Quoi que je suis sûre qu'il y a des communautés où ils habitent dans des arbres, mais c'est pas que ça, clairement. Et en fait, avec ces amis-là, tranquillement, bah, j'ai commencé à rencontrer d'autres mondes qui étaient beaucoup plus implantés dans ce mouvement. Et en fait, plus particulièrement, la manière dont j'ai rencontré les communautés de manière vraiment plus franche et directe, c'est grâce à Stéphanie, qui est avec nous aujourd'hui, et qui avait en fait fait un événement qui est dans la série d'événements dont tu parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, Stéphanie? Mhm. Sur Ouais, les toits du monde. ça s'appelait Vivons en éco-communauté à Tout l'habitat de à fait, l'être. exactement. Et en fait, on a un ami commun qui m'a proposé d'aller passer une semaine dans cet événement. Ça s'est passé du jour au lendemain. Moi, je n'étais pas du tout au courant que cet événement existait. Et finalement, je débarque là et en fait, j'ai vraiment sur un plateau d'argent plein d'informations quasi exhaustives. J'ai juste peur de dire exhaustive parce qu'il y a toujours une réserve, mais moi, pour moi, c'était très, très complet. Et ça m'a permis en fait de vraiment mettre le pied à l'étrier par rapport aux communautés, d'autant plus que l'événement en question se passait dans une communauté qui s'appelle l'Habitat de l'Être. Et donc voilà, donc depuis, j'ai vraiment, waouh, j'ai vu un nouvel univers qui s'ouvrait à moi, j'ai vu des méthodes complètement alternatives, j'ai vu à quel point il y avait des gens qui, je l'avais dit à Steph d'ailleurs à l'époque, et même Martin d'ailleurs, je l'ai rencontré là, Martin, la première fois. Je faisais la blague que ce sont des chercheurs et des précurseurs sur des modèles alternatifs qui certes démarrent en ce moment, c'est encore en démarrage, il n'y a aucun mouvement social qui prend sur le champ, ça prend justement plusieurs transitions. Mais j'ai trouvé ça admirable et absolument extraordinaire qu'il y ait des précurseurs qui se lancent là-dedans et qui bâtissent des choses et puis qui rebâtissent de nouvelles choses si jamais ça n'a pas marché. Donc voilà, donc c'est comme ça que mon intérêt grandissant a commencé. Cool. Puis selon toi, dans tes mots, c'est quoi une éco-communauté?
Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, c'est très simple. Ce sont des gens qui sont rassemblés autour d'un idéal. Hmm. Alors, cet idéal, il peut prendre plusieurs couleurs. Ça peut être justement des quelques communautés, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'éco-communautés, bien entendu. Les quelques communautés que j'ai eu la chance de visiter, j'ai vu que c'était des gens qui étaient rassemblés autour d'un idéal commun. Mais cet idéal pouvait prendre donc la couleur de spirituelle, ça pouvait prendre une couleur plus teintée sur l'environnement, se fondre à l'environnement. Ça pouvait prendre des couleurs en lien avec, je ne sais pas, la joie, l'art. Bref, c'est extrêmement varié. Et voilà. Cool. J'aime ça ce que tu dis, cet idéal commun. J'avais jamais pensé à ça. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que toutes les communautés, ils ont comme un but vers lequel ils veulent aller, là, quelque chose à atteindre, idéal, je trouve que c'est le bon mot. Oui, tout à fait. Et en fait, Hugo, je pense qu'on s'était parlé auparavant, toi et moi, personnellement, on avait eu une petite discussion ensemble et je t'avais Ouais. évoqué le fait que j'étais passionnée par la philosophie et que je faisais ça depuis quelques temps, de prendre des cours. Et la raison pour laquelle les communautés aussi ont attiré mon attention, c'est que en philosophie, on compare beaucoup les civilisations entre elles et on étudie aussi qu'est-ce qui fait que une civilisation peut se bâtir et peut croître. Et souvent, ça Hmm. commence comme ça. Ça commence par une poignée de personnes qui sont rassemblées autour d'un idéal et qui arrivent à rassembler des conditions propices pour que ça se bâtisse et que ça soit durable. Donc, euh, donc voilà pourquoi je le nomme comme ça. C'est comme ça que les civilisations commencent. Ce sont des gens unis autour d'un idéal. Oui, merci Jazz. Et pour donner une petite précision, dans, dans le cours sur le démarrage des éco-communautés qui est offert, on parle beaucoup des quatre piliers, qui est le côté social, le côté économique, le côté écologique, le côté culturel. Et vraiment, on voit qu'il y a des pourcentages plus importants dans certains volets pour chacune des communautés. Il y en a qui sont vraiment basés sur développer des liens sociaux forts, entretenir des liens. Il y a beaucoup de choses à guérir, puis ils prennent soin du vivant, de eux, des relations humaines, sont beaucoup dans le jeu, dans les cercles de partage et tout ça. Il y a des communautés qui sont peut-être un peu plus sur le côté euh, un côté économique. Ils ont des entreprises, c'est une business un peu qui roule, ils ont plusieurs petites business, puis il y a ça comme moteur d'action qui donne un, comme une espèce de capital financier pour développer plus de bâtiments écologiques, plus de méthodes écologiques alternatives. Il y en a qui sont vraiment plus basés sur l'écologie, l'autosuffisance, à être off-grid en bon français, là, à être s'abreuver des ruisseaux, puis juste avoir de l'énergie solaire, puis être totalement autonome. Il y en a qui c'est un peu plus leur vision. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que lorsqu'on parle d'éco-village, il y a ça, là, c'est comme totalement off-grid, mais c'est pas toujours la réalité. Et d'autres éco-villages sont sur le côté culturel, spirituel, et il y a une petite magie toujours dans l'air, quelque chose de spécial, là, fait que oui, vraiment, il y a un idéal qui peut être commun, qui rassemble un peu plus une certaine catégorie de gens, certains types de personnes. Puis c'est le fun de voir ça dans les différentes éco-communautés du Québec et sûrement du monde au complet, là, qui doit avoir des petites différences et particularités de chacune de ceux-là. T'as parlé que t'avais des cours de philosophie, mais est-ce que c'est ça ton occupation principale? Est-ce que t'es étudiante en philosophie ou est-ce que t'as un autre travail ou occupation? Ah, Hugo, j'aimerais tellement. J'aimerais tellement, dans un monde idéal, justement, pouvoir vivre de mes passions. Et non, je suis philosophe, mais comme on dit, à mes moments perdus. Alors en fait, pour répondre à ta question, il faut vraiment que je te parle un petit peu de mon cheminement et où est-ce que j'en suis dans la transition. C'est qu'en fait, comme je le disais au début du podcast, j'ai un cheminement plutôt, disons, conventionnel. Donc moi, je suis ingénieure de formation, génie environnement. À l'époque où je croyais qu'on pouvait sauver le monde en étant ingénieur, on s'entend que j'en suis revenue.
après avoir travaillé pendant quelques années dans un monde très, très urbain, à Montréal, dans des bureaux, etc., et que j'ai commencé, donc, comme je te disais tantôt, à rencontrer des personnes tranquillement qui m'ouvraient les yeux sur d'autres alternatives. Bah, tranquillement, ça a cheminé. Là, j'ai rencontré Stéphanie, j'ai rencontré Martin, j'ai rencontré plein de gens de différents éco-villages. Et là, ça a commencé un peu à me titiller. Ça m'a un peu vendu du rêve dans la mesure où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Clairement, je pense que je parle au nom de plusieurs personnes quand je dis que j'ai passé beaucoup de périodes de mal-être, de questionnement, d'interrogation sur une société qui ne fait pas de sens sur bien des choses. Alors, pour quelqu'un qui a une nature de philosophe, c'est clair que voilà, bah, on se pose constamment des questions et on ne trouve pas de réponse. C'est que des questions qui donnent d'autres questions et surtout, les réponses sont absurdes. Et honnêtement, les éco-communautés restent encore vraiment mon espoir pour répondre à toutes ces questions. Et voilà, donc après avoir un peu erré, vagabondé à l'intérieur d'un monde qui ne me ressemblait pas, en fait, j'ai décidé l'année dernière de prendre une année sabbatique pour remettre les choses à plat. Et ça aussi, je pense que je parle au nom de plein de personnes en ce moment, avec la situation, surtout avec la Covid. Je pense que tous les enjeux auxquels les éco-villages répondent depuis longtemps sont ressortis encore plus, je pense, avec le confinement. Il y a énormément de gens autour de moi qui sont vraiment très conventionnels aussi, qui parlent de communauté. Bon, c'est encore un peu timide, mais la notion est là, tu sais, avec le... Bon, bref, passons. Et donc, j'ai pris une année sabbatique. Et moi, en prenant cette année sabbatique, pour être tout à fait honnête, je pensais être prête à faire le grand saut vers ma transition personnelle et donc de rejoindre un éco-village. Donc, les discussions ont été amorcées avec un groupe de personnes, en fait, pour commencer à faire ça. Et malheureusement, pour des raisons que ça n'a pas sa place ici, ça n'a pas fonctionné. Ce qui arrive, hein, c'est des plantes des fois qui ne poussent pas, et puis il faut remettre une autre graine. Et alors, il y a quelques mois, j'ai appris donc qu'à l'intérieur de ma transition, il fallait que je vive une autre petite transition inverse, c'est-à-dire potentiellement revenir à un monde où je trouve un emploi. Donc là, en ce moment, je suis vraiment en recherche d'emploi, mais j'essaye de trouver un emploi qui est plus ou moins conscient et qui répond à certaines de mes valeurs que j'ai pu aussi collecter à travers mes rencontres avec les éco-communautés. Parce que, veux pas, tu rencontres des gens qui ont lancé leurs propres entreprises et qui gravitent autour de ces communautés, qui ont réussi à se réinventer. Je pense à Martin, d'ailleurs, et à Stéphanie, tout simplement. Bien sûr, je pense à toi, Hugo, également. Mais il y a plein de gens qui sont extrêmement créatifs là-dessus. Et voilà, donc en ce moment, je n'ai pas encore fait le saut, mais je commence tranquillement, avec toutes ces inspirations autour de moi, à tranquillement apporter des changements à ma vie pour tendre vers ça. Merci beaucoup, Jazia. Il y a un point que j'aimerais souligner qui est très, très important là, dans tout ça. C'est la transition et c'est le rythme de chacun dans cette transition-là. On sent qu'il y a une urgence d'agir par rapport à nos liens sociaux, par rapport à la planète et tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt maintenant ou demain matin. Puis il faut respecter le rythme de chacun. Je vous parle d'expérience là. Il y en a qui sont comme ça fait des années qu'ils se posent des questions sur leur mode de vie. Ça fait des années qu'ils font une transition vers un mode écologique, qui se sont rassemblés en petites communautés, sans dire éco-communauté, mais en colocataires de façon consciente, puis qu'ils ont le goût de changer les choses petit à petit peu, puis qu'ils travaillent sur eux en vivant ensemble. Fait qu'il y en a qui sont déjà en train de faire cette petite transition-là, puis ils sont peut-être un peu plus prêts pour aller vers une vie en communauté, tandis qu'il y a des personnes qui ont peut-être un mode de vie un peu plus, sans que ce soit péjoratif, là, un peu plus individualiste, qui sont pris dans un système ou qui ont pas eu cet éveil-là, ou je sais pas trop comment dire ça, là, c'est vraiment pas bon quand je dis ça, mais bon, que sont comme, il y a un éveil, go, on le fait, puis là, c'est comme, on va sauver le monde avec les communautés, puis c'est comme, oh, OK, il y a un travail sur soi à faire.
oh, je suis peut-être pas prêt demain matin à faire le saut une fois qu'il visite une couple de communautés. Il fait, OK, ça mérite quelque chose, là. Ça mérite du temps, puis respecter le rythme. Merci, Martin. Je trouve ça full intéressant comme discussion. Puis moi, ça me fait penser aussi à trouver notre juste place. Ça se fait en essayant, puis en se plantant, puis en faisant comme ah, finalement, c'est pas ça que je veux. Je vais essayer autre chose. Puis là, on passe à gauche, on passe à droite, on avance, on recule. C'est comme une danse là, pour finalement aller un peu plus vers le milieu qui est ce qui nous passionne, ce dans quoi on est utile, qu'est-ce qui peut nous rémunérer aussi, nous régénérer. Puis, si on est bon là-dedans aussi, fait que quand on a trouvé ce milieu-là parfait, ben ça se peut que ça soit pas nécessairement dans un éco-communauté notre juste place, tu sais. Ça se peut que ça soit dans une entreprise régénérative qui informe, qui outille plein de gens. Ça se peut que ça soit dans aider un maraîcher local, puis le supporter avec sa famille, puis ses projets, puis ses événements. Ça se peut que ça soit un genre de ferme agricole qui fait des spectacles une fois par semaine, puis qui rassemble la communauté autour. Tu sais, ça peut avoir tellement de formes. Puis l'étiquette éco-communauté n'est pas nécessairement adaptée à tout le monde, puis la solution pour tout le monde. Je pense que c'est qu'est-ce qui est le plus global, on va dire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des défis dans toutes les sphères. Fait que ça se peut qu'on n'ait pas envie de se lancer dans une aventure qui nous met des défis, genre dans tous les aspects de notre vie, puis qu'on décide que ah, peut-être que moi, je vais peut-être juste aller vers le volet entrepreneurial, puis comme, OK, ce côté-là, je vais y aller de l'avant, mais pour ma vie sociale, privée ou mes finances personnelles, tu sais, jusqu'où je vais aller dans le partage, ça, c'est une autre question justement qu'on va élaborer avec Hugo dans un atelier d'immersion qui va venir justement sur les toits du monde, Hugo. Tu peux en parler un peu si tu veux, mais on n'est pas obligé d'élaborer là-dessus. Ouais, j'ai hâte de venir sur les toits du monde, là. Je pense que ça va être une belle expérience. Pour moi, c'est la première fois que je donnerais ce genre d'atelier-là, puis j'aime la réflexion que ça m'amène à faire, parce que, tu sais, des fois, on est dans le quotidien, puis on pense pas, puis il y a certaines choses qu'on fait par habitude. Mais là, d'y réfléchir, de prendre un petit recul, je suis sûr qu'on va avoir un bon moment. À l'immersion en éco-communauté, est-ce qu'on peut encore s'inscrire, hein, Stéphanie? Oui, c'est assez facile de trouver l'information pour s'inscrire. Je l'écris partout. J'envoie des photos, je mets des photos, des complices invités, puis ouais, vous avez plein de photos, plein de vidéos. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien de l'événement dans la description du podcast. Jazia, je me demandais combien d'éco-communautés as-tu visité? Alors, j'en ai visité 3. Et là, je compte en visiter quelques autres, vu que c'est la belle saison pour le faire. Nice. Donc, ouais. Lesquelles tu vas visiter cet été? Alors, il y en a une qui est proche de Montréal. D'ailleurs, moi, je l'ai découverte avec en même temps que Stéphanie, avec Stéphanie. C'était Au bord de l'eau. On avait découvert ensemble Valhalla, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Moi, je connaissais Valhalla depuis un petit bout, là, depuis 2015. Je ne sais pas du tout comment ils ont évolué depuis, là. Tu m'accompagnes? Ça serait cool de voir 7 ans plus tard. Si on parle bien de la même communauté, c'est les fermes Valhalla. Je crois qu'ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été les voir au tout début de l'été et beau projet qui évolue depuis environ une dizaine d'années, je crois. Euh, et j'ai parlé de rythme tantôt, mais c'est ça. Il y a des personnes qui sont venues, qui sont parties. Le rythme n'est peut-être pas aussi rapide qu'on pense, mais bon, ça prend du temps à établir une communauté, tisser des liens de confiance, s'établir. Puis des fois, on est freiné par certains liens administratifs de ville, de qu'est-ce qu'on a le droit d'habiter, de construire. Et faire cette transition-là aussi, là, c'est comme de passer d'une habitation individuelle, personnelle, à vivre en communauté, changer de job peut-être, changer notre façon de vivre, de voir les choses. Alors, c'est une très belle communauté en transition, axée un peu plus sur le côté euh, de l'agriculture. Alors, je pourrais dire ça comme ça, là. Il y a une belle histoire à faire avec Valhalla. C'est dans mes projets
d'inviter quelqu'un d'eux autres pour nous dire l'histoire qui s'est passée depuis. Moi aussi, ça fait depuis 2014-2015 que je sais ce qui s'est passé. Au début, il y avait comme un. Tu sais, ça s'appelait le mouvement Valalan, là, fait qu'il y avait comme un gros. Beaucoup d'outreach, là, puis beaucoup de personnes qui suivaient ça, puis ont financé une serre solaire passive, là. Je pense au pic de leur popularité, mais je peux pas dire, je sais que c'est le pic, là. Mais après ça, je sais qu'il y a eu des tentatives de financement de d'autres choses qui étaient un petit peu plus audacieuses, qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Mais je serais curieux d'avoir quelqu'un puis de voir toute l'histoire. D'ailleurs, je connais Marty, il venait ici s'occuper de nos abeilles jusqu'à l'an dernier. Je lui ai parlé quelques fois, puis peut-être qu'il serait willing là, dans un prochain épisode de venir. Quelle autre communauté tu planifies visiter, Jazia? Bah, la tienne, Ouais! Cool. tu m'invites? Oui, bien sûr, je t'invite quand tu veux. En fait, j'ai entendu parler de la cité écologique grâce, encore une fois, à Stéphanie pendant l'événement, en fait. Et il y avait Nebesna qui avait fait une super formation et atelier. Mhm, mhm. Et depuis, je l'ai gardé en tête en me disant, il faut vraiment que j'aille rendre visite à cette communauté. Donc, voilà. Et la troisième, tu avais parlé d'une troisième, tu voulais aller voir? Non, pour l'instant, j'en ai deux. Après, j'ai entendu parler d'autres communautés en Ontario aussi, ailleurs au Québec, mais j'ai pas encore leur nom précisément. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je reste ouverte et je me laisse faire vagabonder. Hmm, cool. Euh, Comment est-ce que tu définirais ton lien actuellement avec les éco-communautés? C'est une bonne question. Euh, je dirais que mon lien est encore très exploratoire. Je suis encore beaucoup en découverte, même si ça fait quand même maintenant un petit moment que j'en connais, que j'en entends parler. Euh, mais je dois avouer que je suis encore en observation, encore en découverte. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de courage voilà, de faire cette transition-là, en fait. Donc, pour l'instant, j'absorbe beaucoup d'informations, j'admire, je laisse ça un peu cogiter dans mon esprit en me disant que, bon, c'est un idéal vers lequel je tends. Mais pour l'instant, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations. Puis pourquoi est-ce que t'as pas encore rejoint de communauté? Mais voilà, on y arrive. Euh, En fait, une des raisons pour lesquelles j'admire beaucoup les personnes qui ont eu le courage donc, de se lancer dans des communautés ou qui en parlent ou en tout cas qui sont bien investis là-dedans, c'est que ça demande à avoir laissé tomber beaucoup de barrières intérieures. Je trouve que c'est très challengeant. Même si je me définis comme quelqu'un de très libre sur bien des aspects, de très ouverte, malgré tout, je trouve qu'il y a énormément voilà, de barrières intérieures à faire tomber. Exemple, je trouve que c'est facile de tomber dans un côté marginal, par exemple. Il faut vraiment être capable de vivre avec des étiquettes sociales qui sont quand même, qui peuvent être stigmatisantes. On a la chance d'être au Québec. C'est pas trop extrême là-dessus, mais quand même, ça c'est l'une des choses quand même qu'il faut être capable d'outrepasser. L'autre aspect aussi, c'est que j'ai encore l'impression que, alors arrêtez-moi si je me trompe, vous apporterez des corrections vu que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi à ce sujet, mais il faut être quand même intérieurement prêt et solide. Parce que, je ne sais pas vous, mais quand on a été formé et modelé par une société individualiste, c'est très difficile de réapprendre à vivre ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que moi, à l'origine, je suis algérienne, je viens d'Afrique du Nord. Donc, s'il y a un continent qui est ultra communautaire, c'est l'Afrique. Mais c'est très facile d'adhérer à des concepts individualistes une fois qu'on a changé de pays. C'est quelque chose qui s'infiltre en nous et qui crée après ces mêmes barrières mentales dont je vous parlais au début.
Et c'est un challenge de vivre ensemble. Moi, je me sens un peu aujourd'hui, voilà, dans ma petite bulle, je me sens un peu égoïste, j'ai du mal à envisager partager un espace, j'ai du mal avec le conflit. Alors ça, c'est un truc que, par exemple, avec les communautés, j'ai appris, un outil de communication fantastique, la communication non violente. Ça m'a beaucoup révolutionné. Aussi, bon, il y avait tous les systèmes de gouvernance aussi qui sont en train d'évoluer dans les communautés. C'est rassurant, mais c'est challengeant. Alors, il faut s'habituer aussi à aller contre en fait, nos conditionnements de la société moderne, dans lesquels tout doit être super efficace et rapide. On ne prend pas le temps de parler. Et là, on passe à un milieu où le rythme change complètement. Et là, il faut prendre le temps de s'écouter, travailler son écoute. Et voilà, donc c'est une révolution, quoi. Je confirme, c'est pas au début d'un cheminement que tu vas être prêt à joindre une communauté. C'est plus à la fin d'un cheminement ou à une étape d'un cheminement. Dans le sens où il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a des gens qui passent ici, des stagiaires, tout ça, puis tu vois que des fois, des gens, tu sais, ils sont comme en réaction par rapport à la société, puis ils commencent un certain cheminement. Puis tu le sais que cette personne-là est pas prête tout de suite, là. C'est comme au début de quelque chose. Mais ce quelque chose-là va t'amener à faire des expériences, puis qu'un moment donné, il va y avoir une étape où il va y avoir une espèce de fin. Puis là, t'es comme, t'es plus prêt, là. Mettons, j'ai été modelé, moi, de façon inverse. Je grandis ici. Puis quand j'étais dans le monde normal, à Québec, ben là, c'est comme, je sentais qu'il n'y avait pas de sens. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis, tu sais, je pense que c'est ça un peu la force de notre éco-village ici. Il est basé sur l'éducation. Fait que les jeunes, ils ont comme un espèce de, de bagage différent qui ont grandi avec. Puis pour eux, quand ils arrivent adultes, ben les conflits, tout ça, ils l'ont vécu durant tout leur parcours scolaire avec leur groupe. Fait que là, quand ils arrivent adultes, ben il y a une certaine maturité qui s'est installée là-dedans tu sais, à un très jeune âge, là. Fait que, mais je comprends très bien là, les habitudes des gens, puis je comprends très bien, puis j'ai vécu à l'extérieur de l'éco-village, puis tu sais, comme je comprends les deux mondes, puis oui, c'est comme un pas à faire dans une direction, puis dans l'acceptation, puis le détachement, là. Mhm. Ouais. Puis je voulais juste ajouter, moi, tu sais, j'accompagne un peu les gens qui découvrent c'est quoi les éco-communautés. Puis juste, ben, jusqu'à ce qu'il en intègre une, mais même à ça, tu sais, on me le dit pas tout le temps, mais c'est arrivé quelques fois que les gens me disent: «Ah, j'ai intégré telle communauté, je l'ai découverte avec toi, tatati tatata.» Puis là, je suis comme: Oh, «Yeah, nice. ça sert à quelque chose.» Mais j'ai tellement beaucoup de gens qui viennent de découvrir ça, puis là, tout de suite, ils me demandent: «Dans telle région, à 30 minutes de Montréal, qu'il y aurait une job pour moi, que je peux être accueillie avec mes deux enfants, que ça coûte pas cher, qu'il y a de l'autonomie alimentaire.» Puis là, tu sais, les autres, ils visent le top, là, tu sais. Puis là, ils attendent que je les matche, tu sais, avec leur éco-communauté de rêve. Moi, l'accompagnement individuel, je trouve que c'est même genre, bravo aux gens qui le font individuellement. Moi, je trouve que c'est pas réaliste. Fait que j'accompagne des groupes. Je trouve que ça a le plus d'impact. Mais individuellement, on peut pas euh, aider les gens à cheminer. C'est les gens qui doivent faire leurs propres conclusions. Puis leurs propres conclusions se font en apprenant, en visitant, en expérimentant, puis sur le tas, tu sais. Fait que, peu importe combien de livres que tu lis, peu importe combien de communautés que tu visites, faut que tu tires tes propres conclusions, puis que tu t'assoies à un moment donné tout seul chez toi, puis tu fasses comme, OK, c'est vraiment ça que je veux? Je veux-tu vraiment m'embarquer là-dedans, là? Tu sais, c'est un peu comme le parallèle avec les relations amoureuses. Si on se dit, ah, moi, je veux trouver l'amour de ma vie, puis être avec jusqu'à la fin de mes jours, puis avoir des enfants. OK, es-tu prête à t'asseoir avec, puis régler les conflits pour que ça dure, puis que vous restiez ensemble, puis que ça évolue bien, puis soyez cohérents, comment vous élevez vos enfants, tout ça, tu sais. Fait que c'est la même chose en communauté, mais pas juste avec un partner de vie, c'est comme
des fois 6, 8, 10 personnes là, tu sais, que tu veux partager ton mode de vie idéal. Fait que ça rend ça 8, 10 fois plus complexe. C'est ce que j'avais ajouté. Ben oui, mais j'aborde dans le même sens, Stéphanie, là, moi j'en ai fait de l'accompagnement individuel, puis c'est exactement ça, le monde arrive avec, sans vouloir bâcher sur eux autres, là, je suis désolé, c'est pas ça du tout que je veux faire. Mais tu sais, le monde ont comme une urgence de sortir du monde capitaliste, individualiste, puis ils arrivent avec leur liste d'épicerie de moi je veux ça, 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 puis ils s'attendent que demain ils rentrent dans la communauté, puis hey, ça tombe bien, on avait justement une communauté pour toi autosuffisante énergétiquement et en nourriture, qui t'attendait, qui voulait une personne qui est plus capable du système. Let's go, on te rentre dedans avec toutes tes émotions, tes problèmes et tes défis de vie, là. Souvent, j'ai eu ça à quelques reprises. Et pour faire un petit lien avec le rythme, encore une fois, j'aime ça, il y a de la suite dans les idées de ce qu'on a dit. Euh, dans les immersions que Stéphanie propose, je le vois énormément, là. Ça fait 4 ans maintenant environ qu'on en fait des immersions, là, et vois le rythme des personnes au début des immersions et à la fin des immersions. Le monde, au début, ils arrivent, puis ils ont 18 questions. Ils disent, c'est où que je dors, c'est qu'est-ce que je mange, c'est où qu'on va, qu'est-ce que je fais, puis ils bousculent, ils coupent un peu. C'est un peu, pas impoli, mais couper la personne ils arrivent dans des groupes de conversation où ils s'imposent, puis ils disent leur point de vue. Puis à la fin de l'immersion, ils rentrent dans des conversations tranquillement, ils écoutent qu'est-ce que le monde dit, ils attendent que le monde se tourne vers eux pour avoir l'approbation, qu'ils ont le droit de parler, sont posés. Il y a vraiment un changement drastique dans le rythme effréné et qu'on est habitué de voir. Puis moi, ça me fait énormément de bien, là. Je suis un peu bousculé maintenant, là. Mais ça fait énormément de bien de voir que le monde, c'est comme, wow, il intègre ça fait du bien de pouvoir s'écouter, de pouvoir partager, de se faire entendre et d'avoir l'impression qu'on se fait entendre, puis écouter, puis considérer, là. C'est un des besoins de base, là. Fait que c'est extrêmement riche. Je vous incite à venir puis à essayer, puis faites-le. Oui, puis Martin, dans ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que, en fait, là, c'est l'importance aussi d'avoir des outils, en fait, d'être vraiment outillé. En ce moment, quand je regarde autour de moi dans la société, j'ai l'impression de voir, de nous voir, en fait, comme plein de personnes, mais blessées en plein cœur, blessées un peu partout. Et du coup, on n'arrive plus à littéralement se toucher. On ne parlera pas de la Covid, on ne pouvait pas se toucher, là. Je parle vraiment de toucher émotionnellement. On est tellement blessés que même quand on n'a pas l'intention, entre nous, on va aller titiller une blessure, en fait. Et il y en a plein. Et ça, quand on est en groupe et quand on est en collectivité, je trouve que ça ressort encore plus. Ce qui fait que dans ce contexte-là, avoir un groupe de gens qui essayent de cohabiter ensemble, ben oui, mais certainement, c'est hyper dur, c'est hyper challengeant. Mais en même temps, j'ai été vraiment, comme je disais en début de podcast, très agréablement surprise de découvrir des outils qui permettent en fait de travailler cet aspect. Par exemple, la communication non violente, encore une fois, parce qu'il y en a plein d'autres. C'est juste que moi, je m'en remets toujours pas de la CNV, là, je continue de l'explorer. Mais ça m'a énormément challengée aussi au début. Mais j'ai vu l'impact que ça a eu sur moi. J'ai vu la qualité d'écoute que ça m'a apporté. Aujourd'hui, je l'applique un peu partout. Dès que j'en ai conscience, j'essaye de l'appliquer. Et voilà, donc finalement, ça revient un peu à la question de base que tu posais, Hugo, de pourquoi j'y habite pas encore. Je crois que je vais employer un terme pas pacifique, mais c'est juste pour les besoins de l'histoire. Je veux m'armer d'outils intérieurs pour apprendre à vivre avec les gens correctement, pour que ça soit durable. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Puis comme à moyen terme, est-ce que tu voudrais comme joindre une communauté ou une éco-communauté ou peut-être même en fonder une? Ben écoute, absolument.
Absolument. Je t'avoue ne pas me voir vivre autrement que en nature, avec d'autres personnes. Alors, je ne dis pas ça en étant très sûre de moi, en disant que ça va bien se passer. J'ai beaucoup d'appréhension en disant ça. Malgré le fait que je sois très sociable, j'ai quand même moi-même mes limites, mes blessures qui font en sorte que oui, ça me génère des angoisses, même que ça me menace aussi. Hein. Je me dis, qui est-ce que je serai si je suis dans une communauté? Est-ce que je vais être respectée? Est-ce que mes besoins vont être répondus? Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Qu'on le veuille ou non, ça génère énormément d'interrogations fondamentales dans l'esprit. Le fait de se poser la question, est-ce qu'on part en communauté ou pas? Et, et voilà, donc bien sûr que j'y pense et je vais continuer à, justement, ma relation, tu me disais tout à l'heure quelle est ta relation avec les communautés, mais c'est beaucoup ça, c'est d'observer, c'est de régulièrement aussi examiner les propres jugements que je pouvais avoir au début sur certaines choses, de les revisiter, de dire tiens, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a interpellée. Mais en fait, avec le recul, je comprends pourquoi ils font ça, ou je comprends pourquoi les décisions sont prises de cette façon. Donc, je pense que ça prend aussi un moment d'incubation pour pouvoir se lancer. Sinon, je sais que je serais allée dans une communauté, j'aurais réagi à vif parce que j'aurais pas été prête et j'aurais tout de suite tout jugé et, comme on dit au Québec, jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. Alors, oui, mais je veux faire ce travail préliminaire et préalable avant. J'étais curieux, Jazia, quand est-ce que t'as déménagé d'Algérie puis t'es venue au Québec? Alors, en fait, ça fait 12 ans que je suis au Québec. Donc, j'ai grandi en Algérie et je suis arrivée ici pour faire des études, pour faire une maîtrise en environnement. Comme je disais tout à l'heure, je pensais sauver le monde. Et donc, voilà, ça fait 12 ans. Quelle serait ta plus grande constatation que tu as faite dans tes voyages dans les éco-communautés? Ouh, ça, c'est une bonne question. Je crois que la première constatation que j'ai eue, c'est que la transition est en marche. Mhm. Ça, c'est Ouais. définitivement, ça a été quelque chose d'assez incroyable pour moi, de voir autant de personnes qui, comme on l'a dit hein, pendant le podcast, qui avaient eu le courage de se lancer là-dedans, malgré les embûches, malgré les conditionnements, malgré une société quand même dure pour laisser des projets alternatifs se déployer. Donc déjà une certaine fascination. Euh, et, euh, et aussi que il y a des possibilités de vivre ensemble. Et il existe potentiellement d'autres modèles. Parce qu'il y a un moment où, à force d'être conditionné et de vivre dans cette société, on finit par penser que tout est binaire. On pense qu'il y a le capitalisme ou le communisme, ou il y a ceci ou cela, ou il y a soit l'argent. Et à un moment donné, ça fait du bien de voir que non, il y a plein de modèles, mais complètement alternatifs. Et ça commence avec des petits groupuscules de gens. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, avec Internet, les éco-villages et communautés se parlent pas mal entre elles à travers le monde. Donc, quand il y a une idée qui a été explorée par une communauté quelque part dans le monde, en Europe, elle va influencer le Québec. Donc, ça donne un espoir qu'il y ait une levée d'un nouveau mouvement social qui est porté par des valeurs plus nobles que ce qu'on a connu, nous, nos générations et les 4-5 autres générations précédentes. Donc, beaucoup d'espoir. Puis, aurais-tu un conseil à donner aux personnes qui s'intéressent à visiter ou joindre des communautés alternatives? Absolument. Appelez Martin et Stéphanie. C'est les meilleurs pour vous faire rencontrer les communautés. Yeah! Yes, Non, sir! non, mais c'est vrai, parce que moi, comme je le disais tantôt, hein, l'événement Vivons ensemble en éco-communauté, c'est là que j'ai rencontré Martin, c'est là que j'ai rencontré Stéphanie aussi, et ça a été extraordinaire. Ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement pertinentes en une semaine. C'est la meilleure chose à faire, c'est d'aller y vivre. En fait, ça te permet de goûter un peu
j'allais dire petite échelle, mais c'est quand même cool une semaine. On avait beaucoup de choses là-dedans qui étaient faites, on avait des ateliers, on a parlé de sujets ultra croustillants, comme par exemple justement l'argent, Hmm. qui est l'obstacle numéro un, qui continue à être un obstacle pour moi d'ailleurs, parce que c'est un gros conditionnement. C'est comment on fait avec l'argent? Est-ce qu'il y a des monnaies alternatives? Est-ce que ça marche cette affaire-là? Mais oh, ok, ça existe. Il y a des gens qui ont testé des affaires, ils peuvent nous en parler. Ça chemine dans l'esprit. Ok. Ensuite, ça donne aussi des mises en situation. Euh, il y avait des ateliers, il y avait des conférences, il y avait carrément de la construction d'habitats alternatifs. Ça aussi, c'est génial. Donc, voilà, un conseil vraiment, c'est aller le vivre. Il y a toutes les infos sur Internet. Vous savez maintenant que ça existe au Québec, ils sont là. Et voilà. Merci, Jazia. Gros coup de marketing que tu fais là avec nos 96 auditeurs. Là, on va devenir riches. Mais bon, c'est gentil de dire ça. Le mouvement il est assez juvénile, je pourrais dire, au Québec. Ça commence. Ça fait longtemps qu'il y a des communautés au Québec, mais tranquillement, depuis 2, 3 années surtout, là, ça prend de l'essor, puis c'est très présent. Et ben, Stéphanie, moi, Audrey Morin qu'on a eu de la tribu civilisée, il y a David Balthazar qui est avec le groupe de vagabondage, mais on est en train de se former une petite équipe, une petite cohésion qui offre des choses alternatives un peu différentes. Euh, Avec le groupe Vagabondage, on se promène dans différentes communautés, puis on fait des petites corvées, des chantiers collaboratifs. Moi, j'offre des formations de 2 jours sur une introduction sur c'est quoi un éco-village. Il y a Stéphanie qui offre des formations beaucoup plus grandes de, de- de- d'immersion pendant une semaine de temps où ce qu'on le vit, puis on est dans la communauté, on est avec d'autres personnes qui veulent vivre cette transition-là, qui ont des valeurs communes. Stéphanie aussi a fait des soirées où ce qu'elle a plein de sujets très diversifiés sur tous les sujets possibles de la vie en communauté. Moi, je veux me former, j'aimerais bien aller faire le Training of Trainers à Finhorn pour devenir officiellement une personne qui peut donner le cours d'éducation en développement d'éco-village. C'est un gros projet. Je suis en lien avec Nebesna pour ça, mais bon, on est en train de se faire une belle petite équipe. Audrey a fait le cours de elle a fait euh, le cours de sociocratie, puis elle met ça de l'avant, elle fait de la traduction, elle travaille un petit peu pour eux, je crois. Donc, la sociocratie qui est un très bon, ben, je peux pas dire bon, qui est un des modèles de gouvernance alternative qui voit le jour beaucoup dans des communautés alternatives. Aussi, elle s'est formée comme formatrice, comme coach en communication non violente. Fait qu'on commence à avoir une belle petite équipe dynamique qui collabore ensemble, puis qui rentre là-dedans. Là, c'est le fun. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous, qui voient le jour, là. Donc, il y en a pour tous. Puis, tu sais, on est comme, on est jeune là-dedans, nous aussi, tu sais, en tant que, on va dire, micro-entrepreneur, tu sais. Moi, je suis devenue minimaliste aussi parce que j'ai pas envie de travailler 40 heures semaine, mais aussi parce que je pense pas que, il y a encore assez de gens qui s'intéressent à ça puis qui ont envie de mettre des sous là-dedans pour s'outiller puis que ça peut me rémunérer, tu sais. Fait que je pense qu'au Québec, des personnes qui peuvent avoir un salaire puis qui vivent que de ça, faire connaître les éco-communautés, je pense que juste moi, là, tu sais. Puis je dépasse pas 20 000 par année, là. Fait que, tu sais, on est tout nouveau là-dedans, tout juvénile, puis on aime ça apprendre. On prend tous les feedbacks que les gens nous donnent, puis des fois, on se pique des jasettes jusqu'à 2 heures du matin sur les écoles qu'on va fonder, puis les associations, puis l'école en ligne, mais le séminaire aussi, puis le bootcamp pour démarrage de communauté, puis on est comme assez ambitieux aussi, mais on y va à notre rythme, puis au rythme du mouvement, là, tu sais, on ne veut pas non plus aller au-delà des besoins. Il faut aussi aller au rythme qu'on est rendu au Québec là-dedans, là. Fait que il y a un beau défi, on se donne.
nous-mêmes, Stéphanie, on respecte notre rythme de transition dans les écovillages, dans les communautés alternatives, puis dans ce qu'on veut offrir, là. Euh, En ce moment, moi, je me suis chargé un été où ce que je voyage beaucoup, beaucoup à travers les communautés alternatives. Et je vais vous dire, c'est extrêmement prenant. Je vois toutes les dynamiques dans chacune des communautés. Je vois tous les défis, que ce soit monétaire, que ce soit social, que ce soit en construction. Il y a plein de micro-éléments à gérer, puis de choses très macro de notre façon de prendre des décisions, notre façon de gérer notre argent, de partager nos revenus ou pas, comment qu'on fait pour rentrer là-dedans. Il y a des entreprises personnelles, il y a des entreprises qui supportent tout l'éco-village. Alors, il y a une multitude de communautés, de façons de voir les choses. Puis moi, je suis en train de tout gober ça de façon très intense cet été, là, puis je le sens, là. Je sens que mon rythme, il est effréné, puis il est poussé au maximum, puis que je vais avoir besoin d'un beau petit, belle petite décantation, rétroaction, perspective, prendre un peu de distance, me déposer pour tout intégrer ce que j'ai vécu, là. Le rythme, encore une fois. Yes, merci Martin. Euh, Jazia, y a-tu d'autres choses que tu aurais aimé nous dire alors qu'on tire vers la fin de l'épisode? Écoute, juste revenir un petit peu plus sur ta question de qu'est-ce que j'aurais à dire aux personnes qui voudraient joindre des communautés. Je me parle à moi-même en même temps, on s'entend, mais je parle aussi aux personnes qui sont dans la même situation que moi, donc qui se posent des questions, etc. Euh, je pense sincèrement que le travail intérieur est essentiel pour qu'on réapprenne à vivre ensemble. Donc, ça serait vraiment d'encourager les personnes à rester ouvertes, à travailler sur le jugement et surtout à travailler sur soi en général, parce que j'ai vraiment eu une espèce d'illumination dernièrement à réaliser la profondeur de notre handicap à vivre ensemble dans cette société, en fait. Tout a été fait pour qu'on ne sache pas vivre ensemble. La dernière fois, ça m'a popé à l'esprit, c'était My mind was blown, de réaliser cette profondeur-là. Et le pire, c'est qu'on vit dans une illusion. On dit la société, on dit la ville de Montréal, et on a fait tel projet, mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Alors, voilà, pour conclure, en fait, juste rassemblons-nous de nouveau, revenons vers une vie qui est plus saine, c'est-à-dire une vie ensemble, et travaillons sur nous-mêmes pour pouvoir être en harmonie ensemble. C'est ce que je nous souhaite, très profondément. C'est ça. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut notre discussion d'aujourd'hui. J'aimerais ça faire un petit tour de table, savoir avec quoi on repart de cette discussion-là, en commençant avec Stéphanie. Merci, Jazia. J'ai toujours bien du plaisir à t'entendre philosopher. J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être co-créer, collaborer sur des projets à venir. Puis, merci Hugo encore une fois pour ton animation et Martin pour ta présence malgré ta fatigue. Puis, moi, je repars avec je dirais, un beau reflet de l'impact de mes événements que moi, je vois pas nécessairement parce qu'on me le raconte pas. Mais quand on me le raconte comme ça, puis que dans vos propres mots, vous expliquez qu'est-ce que ça a changé pour vous, puis comment vous avez apprécié, ben moi, c'est ça qui recharge ma batterie énergétique pour me propulser avec espoir parce que avec tous les défis qu'on a énumérés, l'espoir, des fois, il tient qu'à un fil, là, puis des fois, il part, puis tu sais pas s'il va revenir. Fait que, merci de nourrir ma batterie d'espoir, les amis. Yes, Martin. Bien, merci beaucoup, Jazia. C'était exactement comme je m'imaginais que ça allait être avec ta personnalité dynamique, ton éloquence, ton côté volubile. C'était très, très intéressant. Sur ça,
parce qu'on s'est rencontrés dans quelques événements, puis de voir tout ce que tu as intégré, tout le chemin que tu as fait, puis on se voit encore, puis on se parle, puis je suis comme, wow, ok, c'est extrêmement riche, puis c'est nourrissant, je vois l'évolution des gens. Merci beaucoup pour cette prise de conscience-là, puis ce que tu nous as partagé, c'est extrêmement riche. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est incroyable ce que Jazia vient de dire, la prise de conscience. Puis je repars extrêmement nourri. Ça me fait vraiment, vraiment du bien de sortir un peu des communautés pendant un bref instant d'où que je visite, puis d'être dans ma petite bulle avec vous, les co-animateurs et animateurs de ce podcast-là pour partager des moments de partage. Partager des moments de partage, exactement. C'est la citation du jour pour Ah partager non, des tu vas pas moments de mettre ça. partage. Ah oui, c'est parfait. Est-ce que je donne toujours le droit aux gens de veto s'ils veulent pas que je le publie, je le publie pas. J'adore ça, moi. Je détends, je le sais, je m'en fâche dans mes mots. Fait que c'est parfait. Genre, garde-toi, Hugo. C'est bon, j'adore, c'est Merci. la citation du jour. Jazia, avec quoi est-ce que tu repars de notre discussion? Je repars avec un partage partagé. Petite blague pour teaser Martin. D'abord, je veux vraiment vous remercier. Je viens de passer un moment absolument excellent avec vous, vraiment. Merci beaucoup, Martin, parce que c'est grâce à toi aussi. Tu m'as mis en contact avec Hugo. Et puis, merci beaucoup, Hugo, parce que de m'avoir donné cette opportunité. Et puis, ça me donne envie de continuer mon exploration. Ça me donne envie de peut-être aussi, Hugo, collaborer avec toi pour aider à faire rayonner un peu tout ce qui se passe dans les éco-villages et communautés à travers des podcasts. Je trouve que c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros besoin là-dessus. J'ai essayé de faire des recherches. Pour l'instant, c'est plutôt anglophone. Donc, dans le francophone, let's go, on a des trucs à faire là-dedans. Et voilà, donc j'ai le cœur bien ouvert. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Moi, je repars avec espoir aussi. Je trouve que ça me ramène toujours à l'espoir parce que je connais et je vis les difficultés de vivre en collectivité. Puis, des fois, je me dis, ah, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais tu sais, tout le monde a le potentiel d'y arriver. Puis tout le monde qui veut vraiment y arriver va y arriver. Euh, mais tu sais, tout dépendant d'où est-ce qu'on part, ça va demander un temps et une énergie et un travail X. Je repars aussi, je suis reconnaissant de... Merci Steph d'avoir enregistré, de nous avoir prêté ton lien Zoom, parce que ça a l'air de rien, mais moi j'ai perdu la connexion 2 fois, donc initialement on voulait enregistrer sur mon ordi, mais merci beaucoup, ça m'a probablement sauvé bien des heures de travail, peut-être même aurait fallu recommencer. Donc, On s'en reparlera après que tu aies fait le montage. oui, on s'en reparlera après. Fait que, juste avant qu'on se quitte, je vais vous dire, je suis en réflexion à savoir c'est quoi la meilleure façon de rester en contact avec les auditeurs qui veulent être, tu sais, comme continuer à suivre le podcast, parce que la façon dont je le partage en ce moment, c'est soit sur ma page personnelle Facebook, ou, tu sais, mettons, quand il y a un nouvel épisode, je vais le partager sur différents groupes en lien avec des éco-communautés. Mais là, même ma soeur, à un moment donné, elle me disait, ben, tu le partages sur Facebook, mais je le vois même pas, là. Faut que j'aille chercher ton profil pour le voir. Fait que je suis comme en réflexion à savoir c'est quoi la meilleure façon, tu sais, de rester en lien avec les gens. Puis si vous vous écoutez sur Spotify, vous pouvez cliquer sur suivre le podcast, Google Podcast aussi, iTunes aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent sur Balado Québec. J'imagine, j'ai jamais utilisé, mais j'imagine que vous pouvez suivre le podcast aussi là. Je me rends compte aussi qu'il y a plein de gens qui sont pas nécessairement habitués de suivre des podcasts, qui n'ont pas nécessairement une application dédiée pour ça. Fait que si c'est votre cas, ben, je vous invite, j'ai commencé une liste courriel où je vais juste comme envoyer un seul courriel quand il y a un nouvel épisode qui sort. Fait que si vous voulez vous enregistrer, je mets le lien dans la description. Puis comme ça, vous avez juste une petite notification quand il y a un nouvel épisode qui va sortir. Fait que, merci tout le monde. On se dit bye bye. Et Merci Hugo. à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Merci beaucoup.
À la prochaine. Merci, bye bye. Ben, Stéphanie, ben, Jazia. Mais Jazia, tes bigoudis étaient comme vraiment dans le vent, là. Ça faisait un effet assez visuel, assez intéressant.